Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Avant de commencer et de vous présenter, je vais juste dire un mot sur un projet humanitaire qui est organisé donc par notre organisation pour aider les réfugiés d'Artsakh qui ont dû fuir leur terre et leur maison pour l'Arménie. On sera avec eux du 27 décembre au 2 janvier prochain. On vous met le lien de la cagnotte en bas. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Voilà, c'était le petit instant communication. Monsieur le député, bonsoir. On est très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. On sait, on n'a plus besoin de vous présenter, je pense, mais on sait que vous êtes un des grands soutiens de la cause arménienne. On vous a vu à tous les rassemblements organisés en région parisienne, hormis celui que vous avez raté parce que vous étiez en Arménie avec une délégation parlementaire. Pour commencer, on va poser le contexte. Comment est-ce que cette initiative de soutenir l'Artsakh et de porter cette résolution est née? Dans quel contexte elle s'inscrit, cette résolution-là? Quelle est la démarche? Puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs textes qui avaient été déposés, un par le groupe LR, parce que c'était le moment de la niche LR, un par le groupe de La République En Marche et un par la gauche, il me semble. Quel est le contexte? Quelle est la démarche? Comment ça s'est passé pour cette résolution-là qui a été adoptée jeudi dernier à l'Assemblée nationale? Ouais, écoutez, d'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureux de participer à votre média. Le contexte, il est simple. À partir du moment où l'Azerbaïdjan et la Turquie ont attaqué dans les conditions que l'on connaît, il faut une solution politique à ce conflit. Il y a eu trop de tergiversations, de neutralité depuis 30 ans. On a laissé les Azéris se surarmer. Et on est convaincus, nous, mais vraiment intimement convaincus, un certain nombre d'amis qui connaissent bien l'Artsakh et qui connaissent bien l'Arménie, que seule une solution politique va pouvoir trouver une paix durable pour les Arméniens en Artsakh. Mais pour cela, il faut faire des propositions. Alors, il y avait 3 solutions, qu'on officialise le fait que l'Artsakh devienne une province de l'Azerbaïdjan. Voilà. Ça, bien entendu, il n'est pas acceptable, il n'en est pas question, devienne une 11e province de l'Arménie, ou alors, 3e solution, on respecte le vote des Aksariotes à l'époque, qui ont fait un référendum et qui ont décrété qu'il fallait une république autonome, autodéclarée, indépendante, et qu'on respecte donc les droits de nos peuples à disposer d'eux-mêmes, dans le cadre de la charte d'ailleurs des Nations Unies. Voilà. Nous, on est sur cette position depuis le début. Moi, pour aller régulièrement au Karabakh, j'y étais encore l'année dernière avec une délégation de parlementaires. Chaque fois que je rencontrais un responsable politique du Karabakh, on rencontrait un président de la République, on rencontrait un ministre des Affaires étrangères, on rencontrait un président d'un parlement. Nous étions dans une république autoproclamée, avec toutes les institutions démocratiques que cela doit entraîner. Et donc, ma position, elle est très simple. On aurait dû reconnaître depuis longtemps l'Artsakh, et donc il faut le faire. Et s'il y a bien un pays qui doit le faire, c'est la France. D'où l'idée qu'on a eue très très vite avec Guy Tessier, puisqu'on est tous les deux, enfin il est président et moi vice-président du groupe d'amitié France-Artsakh, c'était de dire faisons une proposition à l'Assemblée nationale pour que une des 2 chambres du Parlement français reconnaisse, ou en tout cas demande au gouvernement, parce que un Parlement ne peut pas reconnaître une République. Ceux qui doivent reconnaître, c'est le gouvernement. Donc, par contre, le Parlement peut demander à son gouvernement, on vous demande de reconnaître telle République. Mais, par exemple, comme la France l'a fait pour le Kosovo, il y a eu une République autoproclamée au Kosovo, eh bien, le gouvernement français a reconnu, le président de la République à l'époque, c'était Nicolas, a reconnu le Kosovo. Donc, on a pris très très vite cette initiative. Elle a pris beaucoup d'importance puisque assez rapidement, une centaine de députés ont co-signé, toutes tendances confondues d'ailleurs, tous partis confondus, ont co-signé la résolution que nous avions déposée avec Guy Tessier, qui demandait d'une manière très forte au gouvernement français de reconnaître l'Artsakh. Là-dessus, après, il y a eu les jeux politiques, mais ça fait partie du jeu. Nous, quelque part, on a provoqué les choses, on a décidé d'être les premiers à proposer un texte. Ça a incité les autres à le faire. Alors après, on est dans des contextes politiques, pré-présidentiels, où ça nous a choqué en rien. On connaît tout ça. Le Sénat a déposé un texte, les Républicains ont déposé un texte, les partis communistes ont déposé un texte, chacun jouant sa partition, mais ça fait partie du jeu démocratique et du jeu politique.
Le Sénat, j'allais dire, voté en premier, et c'était très bien. On a espéré un moment que les Républicains à l'Assemblée nationale reprennent le même tel que le Sénat, ce qui n'a pas été le cas, mais bon, voilà, c'était leur responsabilité. Et donc, avec Guy Tessier, on a pris la responsabilité. Et d'autres amis, comme Guillaume Casparian ou comme Daniel, la députée de la République En Marche, eh bien, nous avons décidé, nous, de dire on va soutenir la première résolution qui va arriver à l'Assemblée nationale, même si elle n'est pas parfaite. Effectivement, la résolution des Républicains à l'Assemblée nationale ne demande pas réellement, on en a parlé beaucoup dans l'hémicycle, mais globalement, il y avait une petite différence de fond, pas neutre. Mais pourquoi nous avons décidé de voter? Parce qu'il y a une règle à l'Assemblée nationale qui est claire. Quand il y a une résolution, on ne peut plus parler du même sujet pendant 1 an. Personne ne peut déposer une deuxième résolution pour en rediscuter 15 jours après. Donc, on avait le choix soit de ne pas voter cette résolution, parce que pas tout à fait ce que nous voulions, ou de voter cette résolution parce que globalement, elle parle du sujet et que globalement, elle va dans le bon sens, pour au moins que, dans une espèce de 15 jours, le Sénat et l'Assemblée nationale, de fait, et il faut le comprendre comme tel, demandent au gouvernement français de reconnaître la République d'Aksar. Ce qui veut dire que, pour la première fois, un Parlement d'une grande puissance comme la France, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, les 2 chambres du même Parlement ont demandé à leur gouvernement de reconnaître l'Aksar. Voilà. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Très bien. Justement, on a vu vous parliez des jeux politiques, vous parliez du fait que la résolution la proposition de résolution n'était pas parfaite, on le sait. On a vu, par exemple, que la résolution du Sénat était plus explicite et qu'elle appelait ouvertement le gouvernement à reconnaître la République d'Artsakh. C'était une semaine avant le vote à l'Assemblée nationale. En l'espace d'une semaine, vous l'avez dit, les 2 chambres du Parlement ont appelé le gouvernement à reconnaître la République d'Artsakh. Est-ce que vous pensez que le président de la République et le gouvernement vont saisir cette perche? Qu'est-ce que ça change dans la posture du gouvernement? En quelque sorte, cette pression-là, est-ce qu'elle peut faire que le président de la République va reconnaître rapidement la République d'Artsakh? On a vu aussi que ça s'inscrivait dans une certaine dynamique des grandes villes françaises et des plus petites villes françaises. On sait que vous êtes ancien maire de Sarcelles, que Sarcelles notamment a voté un vœu pour la reconnaissance de la République d'Artsakh. Je pense notamment à Marseille, à Montpellier, il y en a eu d'autres. Est-ce que cette dynamique-là, elle peut contraindre enfin, c'est pas le bon mot, contraindre. Est-ce qu'elle peut inciter le PR? Juridiquement, non. Mais ce dont nous sommes convaincus, c'est que le gouvernement et le président de la République ne peuvent plus faire comme si les choses ne s'étaient pas passées comme ça. Quand vous avez le Parlement, la quasi-totalité des grandes métropoles, la capitale de la France, les grandes régions qui disent la même chose, ça a du poids. Voilà. Et sincèrement, pour avoir suivi un peu les communiqués des gouvernements azéris et turcs, eux, ils ont considéré que c'est globalement la France qui demandait la reconnaissance. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils demandent à ce que la France ne soit plus membre du groupe de Minsk et n'ait plus ce rôle d'arbitre. Oui, bien entendu, ça fait pression sur le gouvernement. Il n'a pas l'obligation juridique de reconnaître la République d'Aksar, mais ça fait pression. Et moi, et je vais même vous dire, je pense que ça le sert. Parce que tant que la République d'Aksar ne sera pas reconnue, les Azéris seront juridiquement, au vu du droit international, en droit un jour de rentrer à Stepanakert. Voilà. Parce que l'argument des Azéris, c'est simple, c'est de dire le Haut-Karabakh, dans sa totalité, et fait partie de l'Azerbaïdjan, nous avons le droit de récupérer nos terres. Nous avons le droit international pour nous. Par contre, le jour où une république autoproclamée est reconnue sur la scène internationale, ça enlève les arguments juridiques au pays qui veut récupérer son territoire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce que moi, j'entends tous ceux qui nous disent non, mais il faut laisser la France, la neutralité, le groupe de Minsk. J'allais dire, pourquoi pas? Mais quel est le résultat au bout de 30 ans? On voit bien qu'au bout de 30 ans, le groupe de Minsk n'a pas été capable de régler le conflit et n'a pas été capable d'empêcher l'Azerbaïdjan et la Turquie d'envahir l'Aksar. En tout cas, une partie de ce territoire. Et donc, c'est pour ça qu'on dit à un moment, puisque cette stratégie de neutralité n'a pas fonctionné, passons à autre chose. Et puis, à un moment, il faut dire aux Azéris et aux Turcs, stop. Voilà ce que pense la France. Accessoirement, on pourrait espérer, voilà ce que pense l'Europe. Et donc, maintenant, on va rentrer dans des discussions qui sont un peu différentes que ce qu'on avait avant. Oui, il faut donner un statut à l'Aksar. Alors, au niveau du droit international, c'est la seule manière de protéger
les populations, parce qu'aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu. Les Russes sont là pour 5 ans, peut-être 10, pour protéger les frontières. Mais qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Le jour où ils s'en vont, on est convaincu que l'Azerbaïdjan aura encore la volonté de tout récupérer et d'annexer complètement l'Artsakh. Et donc, on voit bien qu'en fait, le cessez-le-feu a stoppé les conflits, très bien, et il fallait le faire parce qu'il y avait un nombre de morts qui était, et que Stepanakert allait tomber, ça on peut comprendre, même si bien sûr certains en Arménie contestent le choix de Nicole Pachinian, mais globalement, on n'a rien réglé pour l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est toujours en droit de réclamer, au nom du droit international, de récupérer l'ensemble de l'Artsakh. Mais justement, je ne suis pas spécialiste de droit international, mais je sais qu'il y a quand même, dans le droit international la possibilité pour un peuple de s'autodéterminer. Et est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer sur ça, peut-être sur l'autodétermination du peuple? C'était en 91 ou en 92. Pourquoi on ne l'a pas fait? On aurait peut-être dû le faire depuis. Et est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer sur ça au niveau de... Mais bien sûr, nous, moi, c'est mon argument, c'est notre argument. Oui, la Charte des Nations Unies reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à s'autoproclamer. Donc c'est la Charte des Nations Unies qui le reconnaît. C'est pas une lubie des uns et des autres. Oui, la France aurait dû reconnaître depuis bien longtemps, depuis 91, la République d'Artsakh. Oui, on ne l'a pas fait parce qu'à l'époque, voilà, pour plein de raisons, voilà, on ne l'a pas fait. Le temps est venu de le faire. Compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières semaines et de la volonté belliqueuse de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, le temps est venu de le faire. Voilà, pour donner un statut, parce que oui, comme vous le dites, la Charte des Nations Unies reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais le problème, c'est que s'ils le font, comme l'a fait l'Artsakh, à l'époque, la République du Haut-Karabakh a été reconnue par les habitants à plus de 99% dans le cadre d'un référendum, mais si personne sur la scène internationale ne reconnaît cette République autoproclamée, le référendum n'a pas de conséquences au niveau du droit international. Par contre, si les pays, en particulier un des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, reconnaissait cette République, là, ça donne un pouvoir. Là, ça donne un droit international à cette République. Parce qu'au moins, on peut discuter avec elle. Je prends la situation d'aujourd'hui. Moi, j'ai été assez virulent l'autre jour à l'Assemblée nationale. Parce que la France n'a jamais reconnu la République autoproclamée de l'Artsakh, on nous interdit d'aller aider cette République autoproclamée en tant que collectivité locale. Moi, il y a des collectivités locales, le maire d'Arnouville, par exemple, qui a été aidé la ville de Scherer, il était la semaine dernière au tribunal à la demande de l'État français parce qu'il a financé des ordinateurs dans une école. Voilà. C'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Enfin, nous, on n'allait pas livrer des armes en Artsakh, on n'allait pas aider les Artsakiotes à se battre contre. Moi, j'ai financé des ordinateurs pour les enfants de l'école de Martaker, avec laquelle nous étions jumelés. Voilà. Et un pays comme le nôtre ne va pas autoriser des collectivités locales à faire de l'humanitaire. Bon. Donc, on voit bien que dès lors que la France nous disait « Ah ben nous, c'est pas reconnu, ça n'existe pas », vous savez, je sais pas si les gens le savent. Moi, je suis allé 7 ou 8 fois en Artsakh, et donc à chaque fois, on y rentrait par l'Arménie. Bon. Et bien entendu, on est blacklisté, interdit de séjour en Azerbaïdjan. Bon, très bien. Bon. Sincèrement, c'était plutôt un honneur pour moi. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on allait là-bas, quand on arrivait à Yerevan, l'ambassadeur de France venait nous dire c'est pas bien, le Quai d'Orsay n'est pas content. Bon, ça nous a ni chaud ni froid. Mais on a reçu des lettres, Enfin, la pression des 3 dernières années, moi je le dis, avant, des fois on recevait des lettres, mais globalement on nous laissait faire. Depuis 3 ans, on a bien senti que la pression du Quai d'Orsay et du Quai d'Orsay était plus importante qu'avant. Ça, c'est pas acceptable. Mais le fait de reconnaître, ça laissera aussi les collectivités locales françaises la possibilité d'aller aider les Artsakiotes dans la situation dans laquelle ils sont. Bien sûr. Et vous nous parlez des chartes d'amitié. Pour moi, la position inacceptable du Quai d'Orsay, elle reste dans sa position, en fait. Sa position, elle a toujours été de dire nous, on se mêle pas, on n'est même pas prêt à aider les collectivités, on n'est même pas prêt à ce que les collectivités locales aident les villes de la République autoproclamée d'Artsakh. Et on a très bien vu qu'ils ont été cohérents dans leur raisonnement qui est on va pas le répéter, mais qui est catastrophique pour nous. Est-ce que justement, j'ai 2 questions. Qu'est-ce qu'on répond déjà je sais que vous l'avez brillamment fait dans l'hémicycle, j'aimerais qu'on en reparle, au ministre des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, qui nous dit ah oui, mais nous, pourquoi vous voulez qu'on reconnaisse la République d'Artsakh dans la mesure où même l'Arménie ne l'a pas fait? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à ça? Et autre chose, est-ce que ce vote du Parlement français va changer quelque chose à la position du Quai d'Orsay? Parce que
on a clairement vu que le président de la République et le Quai d'Orsay n'étaient pas sur la même longueur d'onde concernant la question de la République d'Artsakh. Sur les chartes d'amitié, la position du Quai d'Orsay était simple, c'était de dire, il y a une règle en droit français qui est que lorsqu'une collectivité locale veut passer un accord avec une autre collectivité locale d'un pays étranger, il doit le faire en passant par le gouvernement du pays concerné. Bon. Et bien entendu, nous n'avons pas téléphoné aux Azéris pour leur demander de nous permettre d'aller aider l'Artsakh. Voilà. Donc, mais dans le cas d'une république autoproclamée, nous considérions qu'on pouvait aller directement les aider. Parce qu'on savait très bien que si on demandait à l'Azerbaïdjan, ça n'aurait pas été possible. Bon. Moi, je suis en train d'expertiser, de voir si l'aide humanitaire qui a été envoyée par la France, puisque le secrétaire d'État Lemoine a été en Arménie la semaine dernière, s'ils en ont livré ou pas en Artsakh. Parce que on nous parle des réfugiés. Donc, quelque part, le Quai d'Orsay est en train d'aider l'Artsakh au niveau humanitaire. Bon. Donc, j'espère, moi, j'ai posé la question dans l'hémicycle au ministre des Affaires étrangères, j'espère qu'on va nous aider à le faire. Moi, je vais y aller dans un délai d'un mois parce que je pense qu'il faut y retourner l'aider, mais j'espère qu'on va nous aider à le faire, qu'on va nous laisser le faire. Donc oui, j'espère que j'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. J'espère que le Quai d'Orsay va maintenant accepter que les collectivités locales qui ont, alors, parce que on a tous voté des aides. Moi, j'en ai voté une l'autre jour à Sarcelles. On a tous voté des aides pour l'Artsakh. Mais comment on est obligé de faire? On est obligé de financer le fonds arménien qui, lui, va ensuite... Mais c'est de l'hypocrisie totale. Tout le monde, alors, pour ne pas être déféré devant les tribunaux par les préfets. Donc, on verra bien si le Quai d'Orsay change. Et puis, de toute façon, j'espère qu'il changera, qu'on ne peut pas à la fois dire, oui, la situation catastrophique au niveau humanitaire, les gens ont dû quitter leur terre, oui, il faut les aider. Et quand on va aller les aider, par exemple, la ville de Martakert, qui a été bombardée, moi, je vais aller voir dans quel état est l'école. Et bien entendu, non seulement on essaiera de refinancer les ordinateurs s'ils ont été détruits, mais on essaiera de reconstruire l'école. Parce que là, on n'est pas... Vous savez que quand moi j'étais à Martakert, c'était l'automne dernier, comme Martakert est sur la ligne de front, il y avait des fenêtres qui avaient été détruites, cassées, brisées, quelques semaines avant dans le cadre de bombardements. Voilà, c'est dans cette situation. Et là, aujourd'hui, je ne sais même pas dans quel état est l'école. Je ne sais même pas si elle existe toujours, cette école. Ouais. Donc, il y aura des reconstructions à faire. Et j'espère qu'on nous laissera le faire. Alors après, là où vous avez raison, c'est qu'on a senti quand même une divergence entre le président de la République et le Quai d'Orsay. J'ai le sentiment que le président de la République a un peu tapé du poing sur la table, puisque les dernières déclarations du ministre Le Drian, elle est plutôt dans le bon sens. Bon, tant mieux. Parce que le président de la République a trouvé les mots justes. Moi, j'ai participé, j'ai écouté un certain nombre de ses déclarations. Il a trouvé les mots justes. Il a dit les choses. Il a été au rendez-vous de l'histoire. Maintenant, il faut effectivement que son administration, enfin l'administration du gouvernement, celle du Quai d'Orsay, suive la voie du président de la République. Merci. Merci, monsieur le député. Une autre question. Vous l'avez dit, vous en avez parlé, l'Arménie, les Arméniens, les Artsakhi et les Artsakiotes, ils restent menacés par la situation fragile de ce cessez-le-feu-là. Vous l'avez dit, on n'est pas assuré que dans 5 ans ou dans 10 ans, les forces russes se retirent et que ça laisse la place à un nouveau conflit. Quelles sont les prochaines étapes ici en France? Est-ce que les députés ou les sénateurs, enfin les parlementaires disposent d'outils pour aller encore plus loin et pour s'assurer que l'Azerbaïdjan va revoir à la baisse ses ambitions territoriales meurtrières. Est-ce que vous avez les outils, vous, entre les mains, en tant que député, pour peut-être sanctionner l'Azerbaïdjan, peut-être sanctionner la Turquie? Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle? Alors, juste avant de répondre à votre question, répondre à une autre question à laquelle je n'ai pas répondu avant sur ce que m'a dit le ministre Le Drian dans l'hémicycle en disant la République d'Arménie n'a même pas reconnu la République d'Artsakh. Je lui ai dit, mais c'est évident. Parce que si l'Arménie avait d'autorité reconnue la République d'Artsakh, le lendemain, les Azerbaïdjanais rentraient en Artsakh. Donc, on ne peut pas demander à un pays de prendre le risque de reconnaître une République autoproclamée qui peut entraîner ce que l'on a connu là, c'est-à-dire un conflit armé catastrophique. Donc, mais par contre, tous les responsables politiques au plus haut niveau que nous rencontrions en Arménie nous disaient tous, mais il faut que la France le fasse. On en a besoin, faites-le, allez-y. Sincèrement, moi, je me serais jamais permis, avec ITC, de prendre une initiative sans l'accord de nos amis arméniens. C'est à leur demande qu'on l'a fait. Et pourquoi on l'a fait? Parce que moi, jamais je me serais permis de le faire sans avoir quelque part un feu vert. Parce que c'était prendre des responsabilités trop grandes et les mettre en danger.
Donc, nous l'avons fait parce que nos amis arméniens nous le demandaient. Nos amis d'Aksar. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré le président de la République d'Aksar, ou le Premier ministre, ou le ministre des Affaires étrangères, ou le président de l'Assemblée nationale, que je rencontre régulièrement, et que j'ai reçu à l'Assemblée nationale il y a pas si longtemps, tout le monde me disait, il faut le faire, on en a besoin. Donc, on l'a fait à leur demande. Voilà. Et c'est pour ça que c'était, je pense, un peu maladroit de la part du ministre des Affaires étrangères de dire ça, parce que ça peut même, d'ailleurs, mettre Nicole Pachinian en difficulté. Ouais. Parce que je ne sais pas si le discours du ministre Le Drian a été traduit en Arménie, mais quand il dit ils ne l'ont pas demandé, oui, ils ne vont pas le demander, voilà, peut-être, mais en tout cas, moi, je sais qu'ils le voulaient. Bon. Alors après, que pouvons-nous faire? Pas grand-chose. Avec François Roche-Glouane, qui était l'ancien président du groupe d'amitié France-Arménie, nous avions, il y a 3 ans, essayé de mettre en place à l'Assemblée nationale une commission d'enquête pour connaître les relations un peu compliquées qu'ont certains parlementaires français avec l'Azerbaïdjan. La commission d'enquête nous a été refusée. On nous a juste on a juste pu faire quelques réunions, c'est dans le cadre d'un groupe de travail, mais qui n'ont pas la puissance d'une commission d'enquête. Donc, le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir pour sanctionner l'Azerbaïdjan, etc. Bon. Là, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était demander à la France de reconnaître la République d'Aksar. J'en profite pour parler de... J'ai regardé, moi, la semaine dernière, en direct, la veille du vote. Vous étiez en commission des affaires étrangères, vous receviez l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en France, puis Asmik Dolmadjan, l'ambassadrice de l'Arménie en France. Vous lui avez posé une question, moi, que j'ai trouvé très pertinente. Et je ne sais pas s'il y a répondu, parce que j'ai pas pu voir les réponses. Vous lui avez demandé s'il reconnaissait quelle était sa position sur la question du génocide des Arméniens. Est-ce que vous avez répondu? Il n'a pas répondu. La vraie question, c'est est-ce que l'Azerbaïdjan reconnaît ou pas le génocide des Arméniens? Est-ce qu'il le condamne? Et voilà. Bon. Et puis, deuxièmement, il faut maintenant que les Azéris nous disent comment ils voient la suite. La suite, on le sait très bien, c'est continuer à récupérer tout le Haut-Karabakh. Ils veulent tout récupérer. Bon. Au moins la France pourra faire une proposition en disant nous, on vous propose une statut de république indépendante en Aksar. Oui, non. Mais au moins, on discute d'une solution politique. Alors, je ne dis pas qu'ils vont l'accepter, mais peut-être que si la France, les États-Unis et la Russie vont dans le même sens, on peut trouver une solution politique à ce conflit qui n'a que trop duré. Et puis, sincèrement, moi, à chaque fois que j'allais là-bas, on me disait, mais vous vous rendez compte, l'Azerbaïdjan investit tous les ans en armement le montant total du budget de l'Arménie. L'Arménie est en grande difficulté sociale, en grande difficulté économique. Les gens sont dans la souffrance parce que l'Arménie est obligée d'acheter des armes, 400 millions d'armes depuis tant d'années. Enfin, on est en train de ruiner l'économie du pays parce qu'il y a cette guerre depuis longtemps. Donc, il faut un moment qu'on trouve une solution politique, y compris avec des forces d'interposition qui protègent les frontières, mais que ça soit officiel pour que l'Arménie puisse utiliser les moyens qui sont les siens à développer son pays et pas à continuer, parce que là, au niveau militaire, la situation, bien sûr, s'est dégradée avec les pertes, bien sûr, humaines, mais également techniques qu'ils ont subies. Et donc, il va falloir reconstituer un armement complet. Ça va encore complètement saigner l'économie et le budget de l'Arménie, ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Mais l'Arménie est obligée de le faire. Donc, il faut qu'on trouve une solution politique. Et pour nous, la solution politique, c'est une république indépendante en Aksar, des frontières qui peuvent être, dont la sécurité peuvent être assurées par une force d'interposition. Voilà. Et si on arrive à ça, oui, alors on peut espérer que demain, les Aksariotes pourront vivre en paix sur leur terre, d'une manière autonome et d'une manière indépendante, sans craindre les invasions des Azéris qui revendiquent cette terre. Et justement, sur la force d'interposition, est-ce que si le gouvernement français, si la France reconnaît la République d'Aksar, il y a la possibilité d'envoyer une force d'interposition en cas de nouveaux conflits? C'est possible? Oui, parce que si un des membres, voire 2 membres, voire 3 membres, je répète que les 3 membres du Conseil du groupe de Minsk, c'est la France, les États-Unis et la Russie. Tous les 3 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Si 3 membres parmi les 5 du Conseil de sécurité de l'ONU reconnaissent une république autoproclamée, bien entendu que l'ONU est en droit, si cette république est autoproclamée, reconnue, est attaquée, d'intervenir. Oui, elle a toute légitimité à le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'ONU ne peut pas intervenir puisqu'on est sur un conflit juridiquement, je mets toujours les parenthèses, juridiquement qui concerne un pays, l'Azerbaïdjan. On est sur ce que certains appelaient les séparatistes. Bon, parce que durant les premiers jours des articles, on disait les séparatistes.
Donc, pour eux, pour l'ONU, ce sont des Azéris qui se battent avec d'autres Azéris. Bon, voilà. Et donc, l'ONU n'a pas de raison d'intervenir au sein d'un même pays. Par contre, s'il y a une république autoproclamée reconnue, là, l'ONU a tout loisir de pouvoir intervenir pour protéger cette république. On a une question sur l'OTAN et sur la Turquie. On connaît l'implication de la Turquie dans ce conflit, on va pas le répéter. Ils ont participé tactiquement, physiquement, au niveau des armes aussi. On nous demande si la Turquie on nous dit que la Turquie a participé massivement. On nous demande si vous pensez que l'OTAN peut sanctionner la Turquie. Enfin, on sait que l'OTAN en est capable, mais est-ce que c'est réalisable, c'est réaliste d'exiger que l'OTAN sanctionne et la Turquie et l'Azerbaïdjan? Est-ce que c'est faisable? Bien sûr, l'OTAN, l'Azerbaïdjan, pas forcément, mais que l'OTAN sanctionne un de ses membres aussi influent que la Turquie, qui a participé à un conflit armé, y compris en dehors de toutes les règles du droit international, oui, ce serait de la règle. Bon. Là, je pense qu'il faut attendre la position de l'administration Biden. Jusqu'à présent, Trump n'a jamais voulu sanctionner Ankara. On verra bien si le nouveau président américain au mois de janvier décide de relations un peu différentes avec la Turquie. Aujourd'hui, on voit bien que le seul qui monte au créneau pour attaquer et pour dire ce qu'il pense de la position de la Turquie, c'est le président Macron, qui a le courage de le faire, ce qui n'est pas neutre. Hein. Quand on a entendu les déclarations de Erdogan il y a 3 jours en disant on espère qu'on va vite se débarrasser de Macron, ça veut dire quoi? Quand un président de la République demande à ce qu'un autre parte tout de suite, on ne sait pas en quelles conditions, voilà, et c'est extrêmement tendu. On voit aussi que les positions d'Emmanuel Macron ont été très très vite utilisées par les Turcs pour un peu alimenter les pays musulmans pour dire la France est islamophobe, etc. Donc il y a des vrais sujets derrière, des sujets y compris qui peuvent entraîner des conséquences très difficiles pour notre pays à l'intérieur de nos frontières. Oui, bien entendu qu'il faut un moment que l'OTAN, les États-Unis, la Russie, les Européens disent stop à la manière dont le président Erdogan continue à faire ce qu'il fait actuellement. Sur un autre sujet qui concerne cette fois-ci l'Assemblée nationale, on sait que la France, ce sont des faits, que la France vend du matériel non pas militaire mais paramilitaire à l'Azerbaïdjan, du matériel tactique, des logiciels qui contribuent à la guerre clairement et qui ont contribué à tuer des Arméniens. Est-ce que le prochain combat de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il n'est pas sur l'arrêt de ces ventes d'armes à l'Azerbaïdjan, sachant que ça représente... Oui, mais vous savez, malheureusement, et la France ne vend pas que des armes, elle vend des armes, oui, mais elle vend beaucoup plus. Nous, ce qu'on a constaté avec le groupe d'études qu'on avait créé avec François Rocheboine, c'est que l'Azerbaïdjan, qui a des moyens financiers énormes compte tenu de ses ressources pétrolières, a une stratégie qui est simple, c'est qu'elle a développé des activités économiques et commerciales fondamentales et phénoménales avec la France. Et c'est une stratégie qui est de dire, bah, voyez, on est un acteur économique important pour vous, vous ne pouvez pas nous abandonner. Et ça marche. Et ça marche. On voit bien comment la France, oui, c'est l'ami des Arméniens, mais économiquement, les Azéris, ils commandent un peu plus à la France que les Arméniens. Donc, il y a le sentiment d'un côté, et puis il y a le réalisme économique de l'autre. Et nous, moi, j'avais été sidéré de voir comment des grands groupes français, comme le groupe Danone, etc., font du business avec l'Azerbaïdjan sans se préoccuper des problèmes de droits de l'homme, d'Arménie. Là, ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. Alors, la seule chose que l'on peut faire, ce qu'on aurait pu faire, c'est effectivement des commissions d'enquête pour essayer de sanctionner des gens qui n'auraient pas respecté les règles. Bon, mais ça, c'est très compliqué. Répète, on n'aura pas l'occasion. Mais par contre, on peut dénoncer effectivement le fait qu'un Parlement ne peut pas interdire les ventes d'armes. La seule chose que peut faire un gouvernement par rapport à des choses qui seraient non conformes au droit, c'est une commission d'enquête avec des sanctions demandées et la justice qui est saisie. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais par contre, nous, on a un rapport qui est très clair et qui démontre comment l'Azerbaïdjan a, de par ses moyens financiers, créé des liens économiques avec la France, très importants, pour quelque part empêcher la France de venir trop s'occuper des affaires des Azéris. Et merci pour vos réponses, monsieur le député, sur l'Europe, sur l'Union européenne. On sait
que la France était était un petit peu isolée sur le sujet de l'Artsakh et du Haut-Karabakh au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on a les moyens, la France, dans l'Union européenne, de faire adopter des sanctions envers la Turquie, non pas seulement pour le sujet du Haut-Karabakh, mais pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Est-ce que c'est faisable que demain, l'Union, enfin, nous, ça nous semble faisable, mais on connaît les jeux politiques, on connaît le jeu diplomatique. Est-ce que c'est réellement faisable que l'Union européenne, aujourd'hui, demande des sanctions à l'encontre de la Turquie? Juridiquement, oui. Mais là aussi, les Turcs ont été très efficaces. Ils ont noué des relations économiques très fortes avec un certain nombre de pays. Et la présence des communautés turques au sein de certains pays est devenu un vrai sujet. Et on peut parler de l'Allemagne. Voilà. Mais sincèrement, c'est une stratégie de présence des intérêts turcs au sein des pays européens pour empêcher l'Europe de prendre position contre la Turquie. Aujourd'hui, en France, les Turcs et les Azéris font pareil. Les Turcs en particulier développent, à travers les réseaux comme le Midi-Gorus ou le DILIP, développent les réseaux turcs en France. Et dans les villes où il y a beaucoup d'Arméniens, beaucoup d'Assyro-Chaldéens, beaucoup de Kurdes. Moi, je le vois dans ma circonscription où il y a une présence arménienne historique, assyro-chaldéenne historique et kurde. Les Turcs sont là, les Turcs arrivent, les Turcs se développent, mais parce qu'ils disent on ne laissera pas nos minorités en Turquie faire du lobbying auprès des responsables institutionnels français. Donc, ils s'occupent. Et l'autre jour, je ne sais pas si vous avez quand vous avez écouté l'ambassadeur d'Azerbaïdjan et les députés pro-azéris qui ont pris la parole pour le soutenir, ce qu'il nous disait, c'est oui, mais la France, elle a pris les médias, ils ont pris position, la diaspora arménienne, oui, la diaspora arménienne, mais parce que la France est le seul pays en Europe où il y a une si forte diaspora arménienne. Tout simplement parce que la France a été le pays d'accueil des Arméniens après le génocide de 1915. Dans les autres pays, il n'y a pas ce rapport, il n'y a pas cette présence des Arméniens d'origine qui sensibilisent les gouvernements. Donc, dans les autres pays, c'est la présence turque qui est très forte. Et c'est une stratégie du gouvernement turc depuis des années, j'allais dire, surtout avec Erdogan, mais ça commence avant, de faire pression sur les gouvernements européens. Alors, à l'époque, c'était beaucoup lié à l'adhésion de la Turquie en Europe. C'était assurer la présence de Turcs avec la double nationalité. Et quand Erdogan, par exemple, était venu à Paris il y a une dizaine d'années, il disait aux Franco-Turcs, vous avez la double nationalité, donc votre seule arme, c'est le bulletin de vote. Inscrivez-vous et votez, et faites pression. Donc oui, juridiquement, l'Europe pourrait prendre des sanctions, mais on voit bien que les relations que la Turquie a créées et avec un certain nombre de pays font que l'Europe ne prend pas de sanctions. Oui. Vous avez parlé du vote de la diaspora turque. Il y avait d'ailleurs un excellent article sur Mediapart hier ou avant-hier qui disait que notamment le gouvernement turc avait autorisé ses ressortissants non pas à voter dans l'ambassade ou dans le consulat, mais à voter dans les locaux du DİTİB à Dessine. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on voit que clairement Erdogan il joue son jeu sur la diaspora turque parce qu'elle est très importante pour lui, elle lui permet de faire pression notamment sur le gouvernement. On a vu aussi mercredi dernier en commission des affaires étrangères, Madame la députée Mireille Clapeau interpeller l'ambassadeur azerbaïdjanais sur ses propos sur un certain député qui n'était pas assez actif à son goût pour la défense de l'Azerbaïdjan, des intérêts de l'Azerbaïdjan en France. Est-ce que sur ça, on n'a pas un levier pour... vous en avez parlé, la commission d'enquête, mais on ne peut pas relancer ça, le fait qu'il y ait quand même des relations très étroites entre directement le pays, l'Azerbaïdjan, et certains députés. C'est quand même... Mais je vous dis, nous, la commission d'enquête que l'on avait initiée avec François Rocheboine, c'était pour ça. C'était pour faire une enquête parlementaire, pour connaître quelles étaient les natures des relations entre le gouvernement azéri et les parlementaires français. On a entendu beaucoup de choses, et beaucoup de rumeurs qui avaient circulé sur le fait que certains étaient carrément rémunérés, etc. Donc nous, on voulait le démontrer. Bon, on nous l'a empêché. Bon. Oui, clairement, ok. Mais vous savez, on voit bien, rappelez-vous le vote de la loi sur la pénalisation de la négation du génocide, oui. Comment plus de 60 parlementaires français ont été activés, relancés,
contacté par l'ambassade de Turquie pour qu'il y ait le recours auprès du Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel qui a sanctionné la loi. Et il suffit de lire les mémoires du président Debré du Conseil constitutionnel pour expliquer que, en fait, cette loi, c'était le fait de certains comme Patrick Devedjian, comme moi-même, qui ne faisions que ça parce que on avait des Arméniens dans nos collectivités locales, dans nos circonscriptions, et que c'était purement électoraliste. Bon, voilà, c'est ça aussi ce qui se passe en France, hein, c'est que le lobby turc, le lobby azéri, il est de plus en plus puissant. Alors, heureusement, le lobby arménien également aussi, compte tenu de l'histoire commune qui est la nôtre et le fait qu'on ait beaucoup de Français d'origine arménienne. Mais sincèrement, moi, je sens monter à l'Assemblée nationale. Vous avez l'autre jour entendu les auditions des parlementaires à l'ambassade de... L'ambassadeur d'Azerbaïdjan nous expliquait que l'Azerbaïdjan était le paradis sur terre, le pays de la tolérance, du respect, du vivre ensemble. Bon, voilà. Bon, et il y avait les parlementaires qui disent oui, tout à fait. Alors, heureusement, aujourd'hui, on a constaté avec le vote de l'autre jour, qui était sans appel, que la France reste sur ses valeurs, parce que ce que nous demandent les Français d'origine arménienne, c'est que la France reste sur ses valeurs des droits de l'homme, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la liberté de croyance, et donc être là pour défendre les droits de l'homme. Et on a voté non pas pour simplement faire plaisir aux Arméniens, mais on a voté aussi pour que la France respecte ses valeurs et ses principes. Bon. Le vote a été sans appel et ils ont même pas venu voter d'ailleurs. Il y a un certain nombre de pro-azéri qui n'étaient pas dans l'hémicycle parce qu'ils avaient compris qu'ils n'ont pas voulu trop s'afficher. Mais on sent bien, moi je le sens depuis des années, que c'est de plus en plus compliqué. Hein. Il faut se battre. Hein. Pour vous dire qu'il y a quelques années, il y avait un engouement réel. Là, il faut se battre. On a réussi et bravo à tous ceux qui y ont œuvré, mais il faut se battre. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup pour vos réponses. On a pris les questions de certains des auditeurs. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un mot de fin? Non, écoutez, vraiment, bravo à ce que vous avez fait aussi, parce que je l'ai dit dans mon intervention l'autre jour à l'Assemblée nationale, c'est la communauté arménienne de France et les Français d'origine arménienne qui ont éveillé la conscience de notre pays. Hein. Si vous n'aviez pas été là, je pense que la mobilisation des Français pour lutter contre l'expansionnisme d'Erdogan et contre la guerre insupportable qui a été menée par l'Azerbaïdjan et la Turquie, les Français n'auraient pas été sensibles. Donc c'est vous qui avez éveillé la conscience nationale. Vous avez été au rendez-vous de l'histoire et je voulais vraiment, en mon nom personnel, féliciter la communauté arménienne parce que ce que vous avez fait est quelque chose de grand. Vous êtes les descendants des victimes du génocide. Vous n'avez pas voulu qu'en 2020, les choses recommencent. C'est tout à votre honneur. Et puis maintenant, il va falloir se battre et continuer à se battre pour être dans un premier temps solidaire, mais également derrière pour faire en sorte que, enfin, les Arméniens d'Aksar puissent vivre libres sur la terre de leurs ancêtres. Et merci à vous, monsieur le député. Je pense que personne ne m'en voudra de vous remercier aussi au nom de cette communauté-là et de ces Français d'origine arménienne pour votre bon sens et pour vos mots justes et pour votre implication aussi pour les Arméniens d'Artsakh et pour l'Arménie. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci, à la semaine prochaine à tous les auditeurs. Merci beaucoup.